Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos éditions du week-end. Nous sommes le vendredi 4 avril et voici les titres de votre journal. Hier soir, première séance législative de la session de printemps au Conseil national. 3 projets de loi ont été adoptés. L'un concerne la modernisation du droit des sociétés. Chronique à suivre pour en connaître tous les détails. 500 jeunes se sont réunis pour débattre des questions de sciences politiques au Grimaldi Forum. Ils ont été accueillis par le prince Albert II à l'ouverture du modèle méditerranéen des Nations Unies qui habituellement a lieu sur le campus de Menton. Une compétition pour le moins originale s'est tenue cette semaine au Yacht Club de Monaco. 9 chefs officiant à bord de super yachts de 36 à 97 mètres se sont affrontés lors d'un concours culinaire. Nous y étions et nous nous sommes entretenus avec Guillaume Gomez, ancien chef des cuisines de l'Elysée et parrain de cette 6e édition de la Super Yacht Chef Compétition. Nous recevrons également Marie Garot, la maîtresse de conférences en philosophie sociale et politique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, était l'une des intervenantes des dernières rencontres philosophiques de Monaco. Mais d'abord, vous venez de le vivre en direct sur Monaco Info. Le tirage au sort du Rolex Monte Carlo Masters a eu lieu au Monte Carlo Bay à la veille de l'ouverture du tournoi qui fera vibrer la principauté jusqu'au 13 avril avec les 9 des 10 meilleurs joueurs mondiaux. Ce week-end auront lieu les matchs de qualification et dès lundi, le premier tour. Pas de gros choc en perspective. À noter que le monégasque Valentin Vachereau affrontera l'expérimenté joueur allemand Struff, quart de finaliste en 2023. Ici même à Monte-Carlo. Ce tournoi, il l'a remporté à 3 reprises. Stefanos Tsitsipas était l'invité d'honneur du dîner organisé par la communauté hellénique de Monaco hier soir au restaurant et bar Marius. Le tenant du titre était aux côtés de nombreux Grecs résidant en principauté lors de cet événement soutenu par la fondation philanthropique Stelios de Monaco. Prenons la direction du Conseil national. Les élus réunis en séance législative hier ont adopté 3 projets de loi. Christine Dapetit, bonsoir. En quoi consistaient ces textes votés au Parlement monégasque ? Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Effectivement, lors de la séance législative de jeudi au Conseil national, 3 projets de loi ont été adoptés, dont un texte clé pour l'entrepreneuriat en principauté. Cette réforme du droit des sociétés introduit plusieurs avancées majeures. La création de nouvelles formes de sociétés, dont la SARL à associé unique et la société civile de moyens. La simplification des procédures administratives, la modernisation du fonctionnement des sociétés anonymes et la possibilité de tenir conseil et assemblée en visioconférence. Le délai d'obtention des autorisations administratives a également été réduit à 45 jours. Le gouvernement salue une réforme construite en concertation avec le Conseil national et annonce d'autres évolutions à venir dans l'année pour renforcer l'attractivité économique de Monaco. 2 autres textes sur des désaffectations du domaine public ont permis également de réaffirmer la priorité donnée au logement. Ils permettront la construction de nouveaux appartements, dont une opération de 76 à 90 logements au jardin exotique hors plan national initial. Un exemple concret de la qualité du dialogue entre gouvernement et Conseil national. Eux aussi tenteront de faire bouger les choses. 500 jeunes leaders de demain avaient rendez-vous ce matin au Grimaldi Forum. Issus des lycées et universités d'élite du bassin méditerranéen, ils ont participé au modèle méditerranéen des Nations Unies ouvert par le souverain. L'idée, débattre sur les questions les plus urgentes du moment, allant de la criminalité aux crises climatiques. Les détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Il s'agit de la 13e édition du modèle méditerranéen des Nations Unies, aussi connu sous le nom de Medimon. C'est une simulation spécialement conçue pour les jeunes de 15 à 19 ans. Cet événement est à l'initiative des étudiants de Sciences Po Menton. Cela se déroule habituellement dans leur campus, mais cette année pour la première fois à Monaco. En fait, c'est une modélisation des Nations Unies, c'est-à-dire que c'est une simulation académique des débats des organes spécialisés de l'ONU. On a 18 comités en tout. Qui sont par exemple l'UNICEF, l'OMS, etc. Le thème global de la conférence, c'est les alliances stratégiques en Méditerranée. Et aujourd'hui, c'est la première journée de ces 3 jours. Et on va avoir du coup une cérémonie d'ouverture et on est très honorés d'avoir Son Altesse Sérénissime
qui est invité et qui prononcera le discours inaugural. Lors de cet événement, les élèves incarnent des délégués représentant les différents États membres de l'ONU. Ils effectuent des recherches approfondies sur les politiques de leur pays et utilisent ces connaissances pour discuter, élaborer et débattre de résolutions. 400 étudiants se sont retrouvés ce vendredi au Grimaldi Forum en présence du souverain. Ils viennent du bassin méditerranéen tels que la Turquie, la Grèce, le Kosovo, l'Égypte, la Tunisie ou encore le Maroc. On a tous déjà naturellement un peu cet attrait pour les sciences politiques et donc pouvoir participer à ce projet-là, qui est en plus une des dernières fois pour notre lycée, c'était vraiment une chance inouïe pour nous et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui sont des scientifiques et même pour eux ça permet de diversifier leur hobby et donc vraiment venir ici à Monaco. On a appris d'ailleurs à la dernière minute, on était vraiment très flattés de pouvoir venir ici et aussi on va rencontrer le prince, donc vraiment c'est une chance incroyable. Cette 13e édition du Medinum se déroule sur 3 jours entre table ronde et simulation onusienne. Il ne faut pas oublier que ces jeunes étudiants seront les décideurs de demain et auront l'avenir de la planète entre leurs mains. Des compétitions culinaires, il en existe beaucoup, mais celle-ci est particulière et pour cause, elle permet à des chefs qui officient non pas dans des restaurants, mais sur des super yachts de mesurer leur talent. Le temps de la Super Yacht Chef Compétition, ces passionnés ont quitté la mer pour se rendre au Yacht Club de Monaco. Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet étaient à leur côté. 9 candidats étaient en compétition, tous chefs sur des yachts prestigieux allant de 36 à 97 mètres. Ils se sont affrontés par groupe de 3. L'improvisation était au cœur de cette compétition. Les chefs ont découvert les ingrédients de leur panier mystère quelques instants avant de passer à l'action. Ils n'ont eu que 5 minutes pour imaginer leur recette. Ils ont dû faire preuve de réactivité et de créativité. En l'occurrence, ces 3 chefs ont comme produit principal une protéine, du seitan, qui est fait à base de blé. Et pour pimenter l'épreuve, le public a voté pour ajouter un ingrédient surprise, ici une huile croustillante au piment. Chaque concurrent a eu 40 minutes pour convaincre. À la tête du jury, le président des meilleurs ouvriers de France. C'est un métier un peu particulier, de débrouillardise aussi. Ce sont des gens qui sont obligés de trouver des trucs, des moyens, des astuces, des idées de dernière minute, avec simplement la marchandise qu'ils ont à bord. Et c'est vraiment très particulier comme métier, et je pense que c'est leur rendre honneur aujourd'hui, d'avoir un beau concours organisé comme il est là aujourd'hui, de manière à montrer aussi que cuisinier, c'est pas simplement dans une cuisine, dans un restaurant, un hôtel, mais il y a aussi des variantes un peu particulières qui sont de ces chefs de cuisine à bord des yachts. Ce concours était réservé exclusivement aux unités membres du Yacht Club de Monaco. Les chefs ont été soumis tout au long de la journée à des contraintes de temps, d'espace et d'ingrédients imposés. Ils ont dû faire preuve d'ingéniosité pour créer des plats dignes des plus grandes tables. Sur 9 au départ, la finale en a opposé 3 et le grand vainqueur est Benjamin Ferrand, chef d'une unité de 50 mètres, le Victoria Del Mar. Au début, quand j'ai commencé, je pensais que ça allait être plus simple. Et en fait, non. T'as le stress qui monte et du coup tu sais plus trop quoi faire, t'as l'impression de plus savoir cuisiner. Et au fur et à mesure du temps, la machine elle se met en route, tes idées reviennent et en fait après ça démarre. C'est super sympa de pouvoir mettre en lumière les chefs de bateau. C'est vrai qu'on est souvent au milieu de la mer et on est un peu tout seul, donc là c'est vrai qu'un concours comme ça qui peut mettre en lumière les chefs de bateau, c'est super agréable. Et on voit du monde, on voit des grands chefs qu'on suit sur Instagram et là on les voit en vrai, donc c'est un peu différent. Et non, c'est vraiment exceptionnel, c'est exceptionnel. Voilà. C'est une belle aventure et on rencontre des belles personnes. Et le parrain de cette 6e édition n'était autre que Guillaume Gomez, l'ancien chef de l'Élysée, est interviewé par Émilie Rousseau. Bonsoir. Vous êtes le parrain de ce concours culinaire. En tant qu'ambassadeur de la gastronomie française, quel regard portez-vous sur ce concours ? Déjà, féliciter celles et ceux qui sont à l'organisation et les candidats, bien sûr, qui viennent sur un concours. C'est toujours un challenge de relever un concours. Et je trouve que d'avoir organisé ici, à Monaco, qui est la capitale mondiale du yachting, un concours sur la gastronomie des yachts est quelque chose de très intelligent, de très malin et de réconfortant pour la gastronomie mondiale. Et très fier que la France, Monaco, puisse interagir et participer pour mettre en avant le talent de ces chefs qui ont un talent particulier. Les chefs de yacht ne sont pas des chefs de restaurant, ce sont des chefs privés qui ont cette particularité de travailler dans des milieux très restreints avec une organisation spécifique. Quand vous êtes en mer, vous ne pouvez pas recommander quelques produits ou retrouver du matériel.
Oui, c'est l'art de la gastronomie en mer avec cette dimension du yachting. Sur quoi êtes-vous attentif en tant que chef, en tant que meilleur ouvrier de France ? En tant que meilleur ouvrier de France, bien sûr, la technique qu'ils vont pratiquer. Ils ont une spécificité aussi à ce concours, c'est que c'est très rapide, hein, ça dure 40-50 minutes. Ils découvrent un panier mystère, donc voir la créativité du chef, sa technique et sa gestion du stress. Parce que comme sur un bateau, lorsqu'on va lui demander un repas ou une prestation spécifique, il va devoir répondre présent. Il ne peut pas trouver d'autres solutions, recommander d'autres produits ou demander un petit peu plus d'aide à telle ou telle personne. Il doit se débrouiller dans le temps qui lui est imparti, avec les moyens qui sont les siens, sur la commande qui lui est passée. Guillaume Gomez, on rappelle votre CV. Vous avez été chef au Palais de l'Élysée pour 4 présidents de la République. Quels souvenirs gardez-vous de ces années passées à Paris ? Écoutez, que des bons souvenirs, bien évidemment, quand vous avez le privilège et l'honneur de travailler pour les chefs d'État, 4 présidents de la République, vous gardez que les bons souvenirs. Je connais très bien Christian Garcia, qui est ici au service de la famille princière depuis presque 40 ans, et ce sont exactement les mêmes spécificités. Les bons moments, bien sûr, et surtout cette mission que l'on a de servir le chef d'État pour lequel on travaille et de servir notre pays. Désormais, sous vos nouvelles fonctions, vous parlez souvent de diplomatie culinaire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ce terme ? La diplomatie culinaire est cette partie de la diplomatie, de soft power comme on dit en bon français, de diplomatie d'influence, où l'on fait passer à travers une spécificité, la gastronomie, des valeurs, des messages. Et la France se sert de cette spécificité qui est la sienne, cette gastronomie française reconnue à travers le monde, pour parler bien sûr de ses produits, et à travers ces produits de ces femmes et ces hommes qui les font, mais également de tous nos territoires, toutes nos régions, et à travers ça les valeurs que l'on veut transmettre, liberté, égalité, fraternité, les valeurs de transmission, et bien sûr tout l'aspect culturel, commercial, et impactant également en termes de santé et d'environnement de notre alimentation. Donc on se sert de cet outil diplomatique pour échanger et faire passer les valeurs qui sont les nôtres. Oui, la gastronomie est un outil de dialogue et de rapprochement. Le club des chefs, présidé, vous mentionnez son nom tout à l'heure, par Christian Garcia, le chef du Palais Princier, a pour devise « La politique divise les hommes, une bonne table les réunit ». Vous êtes d'accord avec cela ? Tout à fait. Tout à fait. Ce club qui a été créé par Gilles Bragard il y a près de 50 ans, c'est sa phrase, la politique divise les hommes, la bonne table peut les réunir. Et à partir du moment où vous acceptez de partager la table avec quelqu'un, vous acceptez le dialogue. Et cette gastronomie peut servir à montrer, démontrer qu'il y a à travers une assiette des talents, des femmes, des hommes, des produits, des spécificités qui font un pays. On ne connaît jamais mieux un pays qu'en le goûtant, nous disait Maupassant. Donc voilà, il faut découvrir les femmes et les hommes qui sont derrière ces produits, ces plats, ces vins. Et donc c'est quelque chose d'important. Et en effet, cela nous permet de faire passer des messages. Et aujourd'hui, la France est reconnue à travers le monde pour ça. Nous sommes encore la première destination touristique au monde, avec près de 100 millions de touristes accueillis en 2024. Et 7 sur 10 disent venir pour un moment gastronomique, dans leur premier, deuxième ou troisième choix. Voilà, donc c'est quelque chose d'important. Bien évidemment, nous en servons. Et l'engagement aujourd'hui et la volonté du président de dialoguer avec nos partenaires européens et mondiaux, d'aller vers une alimentation plus engagée en termes de société, en termes d'environnement et bien sûr en termes de santé, puisque nous avons une épidémie mondiale d'obésité contre laquelle il faut lutter. Guillaume Gomez, on ne peut pas vous avoir en interview sans vous parler du palmarès, du guide Michelin et les 3 nouvelles étoiles pour Monaco. La principauté est une terre de gastronomie ? Écoutez, oui, j'échangeais avec Monseigneur hier soir. Il me confiait qu'il était très fier des nouvelles étoiles, notamment du chef Aleno, du chef Ravin. On doit citer également Alain Ducasse et tous les autres, Christophe Cussac ici, enfin tous vos chefs étoilés. Monaco démontre une fois de plus, s'il y avait besoin, que c'est en effet une terre de gastronomie. Et si Lyon peut se targuer d'être la capitale mondiale de la gastronomie, aujourd'hui, grâce à ce concours d'excellence sur les chefs du yachting, Monaco est en tout cas la capitale mondiale de la gastronomie de yachting. Et bien sûr, la gastronomie rayonne à Monaco, et cela depuis longtemps. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Gomez, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Bonne soirée. Coup de
projecteur à présent sur cette mission économique organisée par le Wolf's Club Monaco, une délégation de 16 chefs d'entreprise allemands, membres du China Club Berlin, a été conviée en principauté. L'objectif, promouvoir l'attractivité de notre territoire et in fine attirer de nouveaux investisseurs, comme nous l'explique Frédéric Elion sur des images de Jean-Alexandre Dordet et Camille Caloni. Grâce à une grande stabilité économique et politique, Monaco est une terre d'accueil privilégiée pour les investisseurs du monde entier. The Wolf Club Monaco organisait en milieu de semaine une mission économique visant à attirer de nouveaux entrepreneurs en principauté. L'idée, quand j'ai rencontré le président du China Club Berlin, a été de dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à vos membres, parce qu'il y a quand même 1300 membres, des entrepreneurs, des gens à succès, pour les faire venir à Monaco. L'objectif, c'est de leur donner envie de revenir à Monaco, et ensuite, avec les différentes solutions que l'on a, comme le Welcome Office, etc., de les mettre en relation avec les bonnes personnes pour leur permettre justement peut-être de créer une société demain et aussi de prendre la résidence. C'est ce que nous espérons et ce que nous souhaitons. Une délégation de 16 chefs d'entreprise membres du China Club Berlin est donc venue en principauté. Au programme, une visite de Monaco Tech en collaboration avec le Monaco Private Label ou encore un déjeuner économique au Castel Rock avec différents intervenants et notamment le Monaco Economic Board. And the China Club is we are a private business club, private member club, and now I met Vincent and it was very nice and we were good together, and then we decided we have to make something together, and then we made this economic mission Monaco 2025. The Principauté de Monaco it's safe, it's secure, it's stable, and so you come here, you know there are many other companies that are working here, so you have a good place to make good business and to meet good people. Cette mission économique était en quelque sorte une phase de découverte pour ces chefs d'entreprise, l'objectif étant de les voir revenir en principauté pour investir. Les visiteurs sont de plus en plus nombreux à l'approche de l'été. Ainsi, 28 taxis saisonniers viennent renforcer la flotte des taxis de Monaco. Ces véhicules blancs, facilement identifiables, sont 100% électriques et, à l'instar des années précédentes, assureront les courses intramuros pour 18 € et vers les communes limitrophes pour 25 €. En cas de forte affluence, ils pourront aussi prendre en charge des courses à destination entre Menton et Niceville. Pour profiter de ce service, un seul numéro, celui qui s'affiche en bas de votre écran. Il est l'heure de philosopher avec ce rendez-vous qui permet chaque mois de nous questionner, de prendre de la hauteur. Les rencontres philosophiques se sont emparées du thème de l'identité hier. Marie Garot, maîtresse de conférences en philosophie sociale et politique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, était l'une des intervenantes et a accepté de répondre aux questions d'Émilie Rousseau. Voici leur entretien. Bonsoir Émilie. Vous êtes philosophe, maître de conférences en philosophie sociale et politique à l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne. L'identité, un vaste thème qui était abordé lors des rencontres philosophiques de Monaco. De quoi parle-t-on justement quand on aborde cette notion d'identité ? Alors effectivement, c'est une notion extrêmement large qui a l'avantage d'être en même temps très actuelle, puisque les discours autour de l'identité aujourd'hui sont très nombreux dans l'espace public. L'identité, c'est ce qui définit une chose et qui la rend distinguable, différente de tout autre. Or évidemment, pour les êtres humains, c'est quelque chose de particulier parce que c'est aussi quelque chose qui change, qui se construit tout au long de l'existence, qui est construit souvent par d'autres que nous. Donc ça nous amène à parler d'énormément de choses, du sentiment d'être soi, de la fidélité à soi, mais aussi de l'influence des déterminations sociales sur ce que nous sommes. Oui, est-ce que l'identité d'une personne ramène à la question du « qui suis-je » ? Alors c'est deux questions en fait, c'est à la fois que suis-je, qu'est-ce que j'hérite de ce qui m'a construit, qu'est-ce que j'emprunte à mon milieu, qu'est-ce que je dois aux gens qui m'entourent, et puis qui suis-je, c'est plutôt la question du pouvoir de se devenir soi-même. Ce pouvoir, c'est aussi un pouvoir qui dépend des autres, de leur reconnaissance, de leur écoute, de l'attention qu'ils nous portent, mais c'est ce par quoi, effectivement, nous devenons capables de définir qui nous sommes, de conduire une vie autonome, de faire des projets. Est-ce que l'identité se mêle à nos origines, à nos cultures, à nos traditions ? Est-ce qu'elle est synonyme d'une appartenance à un groupe ? C'est une très bonne question. Alors, l'identité humaine, elle se construit au carrefour de plusieurs déterminations. Nous sommes détenteurs de plusieurs propriétés,
Donc ces propriétés, on les tient effectivement de notre famille, de notre milieu social, de notre milieu culturel. Il y a aussi la question du genre, la question des croyances qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc nous sommes tous et toutes une multiplicité d'identités. Et l'une des tâches que nous avons à faire, c'est d'ordonner cette multiplicité, de lui donner un sens relativement cohérent. Mais nous sommes tous et toutes multiples. C'est une manière d'être. On parle aussi parfois d'une étiquette qu'on nous colle. Alors effectivement, la question que vous posez renvoie à la question des assignations sociales. C'est-à-dire que bien sûr, l'identité, elle existe pour soi. Je peux dire pour moi-même ce que je suis et qui je suis. Mais elle existe aussi pour autrui. Et les autres sont une part importante de la définition que nous donnons de nous-mêmes. Et souvent, ils nous invitent, voire parfois nous demandent de façon contraignante de dire qui l'on est. Et ils projettent aussi sur nous un certain nombre d'idées, de choses, de valeurs. Nous sachons tous et toutes que nous sommes parlés avant d'être capables de parler. On nous identifie, on nous donne un nom, un prénom, on nous inscrit dans une lignée. Et à travers ces catégories, bien sûr, on se définit. Mais ces catégories peuvent parfois être violentes aussi. Elles peuvent nous empêcher justement de réapproprier ce dont nous héritons pour en faire quelque chose qui soit nôtre. Est-ce que l'identité est figée ou est-ce qu'elle peut évoluer avec le temps ? Alors elle évolue bien évidemment. Vous parliez de manière d'être précédemment. Bien sûr, nous sommes porteurs de dispositions stables, ce qu'on a appelé classiquement le caractère, un ensemble de traits, de personnalités que nous avons construits au fil de notre histoire, à travers des activités, par l'apprentissage, par la répétition, et qui nous donnent une certaine stabilité. Mais malgré tout, nous changeons sous l'influence des relations que nous tissons avec les autres, nous changeons à mesure des expériences que nous faisons. Et toutes, je pense, nous avons l'expérience d'avoir vécu des choses qui nous ont profondément affectés, que nous n'avions pas forcément choisi d'ailleurs, mais par exemple la perte d'un proche, un exil, un déménagement, un licenciement, des épreuves de l'existence qui sont autant de ruptures des liens par le biais desquels on se définit, et qui nous permettent aussi parfois de nous définir autrement, de changer, de devenir autre chose que ce que nous étions. Bien, merci beaucoup Marie Garot d'avoir décrypté avec nous cette notion de l'identité qui était au cœur du dernier rendez-vous des rencontres philosophiques de Monaco. Merci infiniment d'avoir été une nouvelle fois notre invitée sur Monaco Info, Marie. Au revoir. L'actualité sportive, c'est aussi du basket d'abord, et ce choc hier soir à Gaston-Médecin entre Monaco et le Panathinaïkos Athènes, mené par un Kendrick Nunn de gala. Les Grecs l'ont emporté 88-76. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elliot. La Roca Team n'a toujours pas assuré sa place dans le top 4 d'Euroleague. La faute à un match raté, ou plutôt une première mi-temps désastreuse face au Pana. Cela devient une mauvaise habitude, mais Monaco n'y est pas en début de rencontre. 32 points encaissés dans le premier quart-temps, 49 à la pause. La faute à un Kendrick Nunn stratosphérique, le meneur de jeu, fait tout sur le terrain. Il implique ses partenaires, met des gros tirs à 3 points et vient finir près du cercle. L'ancien hit de Miami est chaud bouillant, plus 17 pour le Pana suite à ce tir du parking. Grâce à ce shoot au buzzer d'Okobo, Monaco bascule à -8 à la pause, un petit miracle. En deuxième mi-temps, Nunn poursuit son festival. Il termine le match avec une ligne de stats ahurissante, 43 dévals, 37 points à 14 sur 17 au tir et 100% à 3 points. La Roca Team se bat avec un quatuor Thaïs, Diallo, Blossom Game Okobo, auteur de 59 des 76 points de l'équipe. Monaco a une balle pour revenir à -2 à 3 minutes 30 du buzzer, mais le Pana tient bon et s'impose 88-76. We kind of got away from our identity defensively. You know, we kind of let one guy beat us. Unbelievable performance though. They came ready. They punched us in the mouth early. We didn't really respond until pretty much it was too late. But you know, they played a better game than us. They were the better team than us tonight. We have to analyze this and get ready for the next one next week. It's a huge game for us. La mission est simple pour la Roca Team. Pour sécuriser sa place dans le top 4, il faudra s'imposer sur le parquet de l'Asvel jeudi prochain.
En foot, les Rouges et Blancs comptent bien poursuivre sur leur bonne lancée ce week-end. Les hommes d'Adi-Hutter se déplacent à Brest demain pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Une victoire leur permettrait de conforter leur seconde place au classement, alors qu'une défaite pourrait arranger les affaires de leurs poursuivants marseillais, niçois et lillois. Je vous propose d'écouter l'attaquant du club Brel Mbolo en conférence de presse d'avant-match. On a essayé de tourner la tendance et on l'a fait. Et on défend mieux, on marque plus de buts, les temps forts on marque et surtout on gagne. C'est le plus important à la fin, c'est de gagner surtout si tu veux réussir les objectifs. Là, tout le monde est de retour, tout le monde est en santé, donc ça pousse le niveau en entraînement, ça pousse le niveau aussi dans les matchs. Je crois que c'est quand même fou quand on voit le match contre Nice, qui était sur le banc. Il y avait quand même Golovin, Vanderson, international brésilien, Balogun. C'est quand même des joueurs avec de grosses qualités, donc du coup ça te met un peu de la responsabilité encore plus sur le terrain, mais ça crée aussi quelque chose aussi pour l'adversaire. Et le coup d'envoi de la rencontre sera donné demain à 19h. Il y a plusieurs mois, vous découvriez sur notre antenne un documentaire intitulé La Flamme de la Paix, une réalisation de Monaco Info qui met en avant le travail de Peace and Sport, cette organisation monégasque dont la mission est de promouvoir la paix par le sport à travers le monde. Hier, ce 52 minutes était diffusé à la Cité internationale universitaire de Paris à l'occasion de son 100e anniversaire, en présence de champions de la paix sur place Justin Hadel et Jérémy Henry. C'est une soirée événement qui est annoncée par la Cité internationale universitaire de Paris. Un moment d'échange avec les étudiants autour d'un élément majeur. Monaco Info nous a permis gracieusement de projeter La Flamme de la Paix, qui est donc un reportage, un documentaire sur les missions de Peace and Sport dans le monde depuis 2007. Et on va pouvoir voir le travail qui est fait dans 3 pays. Donc les missions menées en Inde, au Togo et en Colombie. Il y a des étudiants du Togo, de Colombie et d'Inde ici ce soir, donc je pense que ça va être très riche pour eux. Mais pas que. Parmi la centaine de personnes présentes, on trouve des individus venant de tout horizon, l'occasion de transmettre le message et les valeurs de Peace and Sport. Je pense que c'est important de porter ces valeurs du sport, de faire ce plaidoyer. Dans le contexte géopolitique actuel, c'est d'autant plus important. La Cité internationale, c'est énormément de résidents de plus de 150 pays du monde. Donc la direction des sports fait un travail assez exceptionnel ici. Il y a 50 activités pratiquées. Des activités proposées auprès des 12 000 étudiants qui passent par la Cité internationale chaque année. Une diversité multiculturelle et ethnique autour des études et du sport. Nous, on a vocation à rassembler cette jeunesse, à faire en sorte qu'elle se rassemble et qu'elle se rencontre, qu'elle se fédère à travers nos activités sportives. Le sport est un vecteur essentiel du message de la paix, et c'est le message de la paix, c'est le message principal qu'on véhicule ici à la Cité internationale. Ce message, il se transmet aussi à travers les champions de la paix. S'ils parcourent le monde pour participer à l'action de Peace and Sport, ils étaient aussi présents hier soir pour échanger avec les étudiants et répondre à leurs questions. Il faut que le maximum de gens et de jeunes puissent en entendre parler et puissent se l'accaparer. On a le 6 avril qui approche très bientôt, il y a cette campagne de la White Card, le carton blanc. Et voilà, c'était très intéressant, les questions étaient pertinentes également. Donc il faut qu'on continue le travail et que beaucoup de sportifs de haut niveau et de personnes se mobilisent pour la paix par le sport. Cette soirée était aussi l'occasion de remettre pour la première fois une distinction à une étudiante investie dans le sport. Alix est, selon l'organisation, à son échelle, elle aussi une championne. C'est vraiment très inspirant de les rencontrer avec tout ce qu'ils ont fait depuis des années pour la paix et le sport. Et même à notre niveau, je pense qu'on peut, même à la cité universitaire, même si c'est pas au même niveau qu'eux, on peut aussi donc faire des efforts dans ce sens-là. Donc c'est vraiment inspirant. Organisée dans le cadre du centenaire de la Cité internationale universitaire, cette diffusion fait aussi partie intégrante de la campagne White Card. Le but, promouvoir et surtout faire la paix à travers le sport. Les amoureux de musique ont enflammé le marché de la Condamine mercredi soir. La mairie a organisé sa 2e jam session. Le concept proposait une scène ouverte à tous, chanteurs ou musiciens, professionnels ou amateurs, afin de donner une dimension festive à cette halle, déjà lieu de convivialité par excellence. Les volontaires de tous âges étaient toujours aussi nombreux que lors de la première édition organisée au début du mois de mars. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre météo présentée
présenté par Alban Gingembre et un nouvel après-JT. Nous nous sommes intéressés ce vendredi à la formation de croupiers proposée par la Société des Bains de Mer. Elle permet chaque année à des dizaines de candidats d'intégrer les casinos du Resort, dont l'un des plus prestigieux au monde, le casino de Monte-Carlo. Les photos qui vont suivre, elles, nous ramènent sur les cours du Monte-Carlo Country Club qui accueillera dès demain le Rolex Monte-Carlo Masters. Il y a 20 ans, Rafael Nadal remportait le tournoi pour la toute première fois. Une victoire suivie de 10 autres en principauté, dont 8 consécutives. La légende du tennis qui a annoncé prendre sa retraite manquera cruellement au public cette année. Profitez donc de ces plus beaux clichés des photographes de la direction de la communication. A tout de suite. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Grand ciel bleu demain en principauté. Il fera beau le long de la Côte d'Azur avec un soleil qui brillera toute la journée sans aucune perturbation. Une situation agréable prévue d'ailleurs pour tout le week-end. Alors profitez-en car lundi les nuages seront de retour. Le thermomètre affichera 12 degrés le matin et jusqu'à 19 degrés l'après-midi. Le samedi 5 avril, nous fêterons les Irènes. D'origine grecque, ce prénom signifie la paix. Demain, c'est donc peut-être l'occasion d'avoir une pensée ou une action en faveur de la paix. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.